Super. Donc, la communauté VMUG. VMUG, c'est la communauté des utilisateurs VMware. Donc, VMware User Group. Euh, Nous, on est la communauté française francophone. Elle a pour objectif de rassembler tous les utilisateurs alors à l'origine produit historique de VMware qui est l'hyperviseur vSphere. Hein. La communauté, elle a été créée il y a plus de 15 ans maintenant déjà. Au tout début, quand on commençait sur la partie vSphere, on était bien content de trouver une communauté pour s'entraider. C'était tout nouveau il y a 15-20 ans quand on commençait là-dessus. Et donc, voilà comment est née cette communauté-là. Et en France, on va voir par la suite, hein, en France, on est à peu près 1500 membres. On n'est pas tous 1500 membres actifs, mais la communauté revit bien depuis un petit moment, donc est bien active. Euh, Dans le monde de la communauté, c'est 120 000 personnes, vous voyez, donc c'est comme une grosse communauté, c'est plus de 450 leaders. Aujourd'hui, il y a plus de 200 communautés VMUG, donc il y a des pays comme les États-Unis qui sont tellement gros où chaque ville est un user group à lui-même. Donc, tellement qu'ils sont énormes. Et après, bah, il y a des pays comme nous, où nous, on a décidé de ne pas faire un VMUG Nantes ou un VMUG Paris ou un VMUG Montpellier. On a décidé de faire un seul VMUG France et c'est largement suffisant. Ça nous permet d'être bien actifs et de pouvoir animer de façon régulière la communauté. Donc, ce sont les trois leaders de la communauté française. Voilà, Mathieu, Fred et moi-même, on est à votre dispo. Ça, ce sont tout simplement les plateformes sur lesquelles on peut échanger, on peut se rencontrer, se connecter, se changer un peu les idées de temps en temps. Bah voilà. Donc il y a la plateforme de référence qui est le Slack. Il y a à peu près plus de 290 personnes aujourd'hui qui sont connectées, ils sont bien actifs. Il y a plein de sujets, et de temps en temps des sujets qui n'ont rien à voir avec l'informatique, avec l'IT. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet vraiment de créer un lien entre les membres. Et ensuite, évidemment, comme plateforme Twitter pour l'actualité, pour s'informer. Donc là, on est assez dynamique sur cette plateforme-là. YouTube également, on transmet, on enregistre quelques sessions. Alors là, dans cette période évidemment de confinement, obligé, eh ben, on a animé beaucoup de webcasts. Hein. Celui-ci fait partie des derniers pratiquement. On a animé à peu près 5-6 webcasts déjà, donc avec plein d'intervenants, plein de sujets différents. On a parlé aussi bien de comment c'était quoi on va dire comment fonctionnent les REST API, mais on a parlé aussi de backup, on a parlé aussi de NSXT, on a parlé de load balancing avec Avi Networks, on a parlé de plein de choses. Aujourd'hui, un autre sujet avec VMware Tanzu. Et on aura encore, je pense, un ou deux webinaires à venir prochainement. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, donc le YouTube. Et on a aussi une page, comme aujourd'hui, LinkedIn également, de groupe qui permet aussi de s'informer, de retrouver bah, justement quelques informations. Voilà. Et notre prochaine actualité, et je l'espère, c'est le 24 septembre. Euh, si c'est possible, évidemment. Donc, de se retrouver au Capitole 8 à Paris, on fait une conférence utilisateur. Elle sera dirigée par une keynote principale par Joe Bagley, qui est le CTO et EMEA de VMware, quelqu'un de assez brillant sur scène. Donc, voilà. Et en plus, on aura d'autres, évidemment, speakers qu'on a l'habitude de voir dans notre communauté, des gens comme Cormac Hogan, ou Duncan Ping aussi qui interviennent régulièrement, et d'autres speakers, et aussi des gens, aussi des utilisateurs, tout simplement, qui viennent faire un retour d'expérience, un REX sur un projet, sur un sujet précis. Voilà. Donc pour ma part, c'est fini. C'est juste l'introduction pour savoir qui on était, parce que tout le monde ne connaît pas le VMUG. Donc c'est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on a voulu faire comme l'année dernière, ce qu'on avait appelé un crossover de communauté avec la communauté CNCF de Nantes, qui est représentée aujourd'hui par Gaël. Et on voulait co-animer ça, le présenter avec nos deux communautés. On a plein de sujets aujourd'hui en commun. Et donc, voilà, je trouvais ça assez intéressant de pouvoir le partager, en tout cas ensemble. Donc, je vais laisser la main à Gaëlle qui va, elle, faire une petite introduction également sur la CNCF. Et ensuite, on aura donc Alexandre Roman qui fera son talk sur la partie VMware Tanzu. Peut-être tu nous diras, c'est quoi Tanzu, Alexandre, parce que Tanzu, de
ce que j'ai compris, c'est un langage soit du Swahili, comment Afrique du Sud, ou soit c'est un mot comment japonais. Peut-être tu nous feras un petit cours, une petite histoire là-dessus, ça pourrait être marrant parce que je trouve que les gens Plusieurs du méthodes. marketing là, ils sont bien là pour une fois. Je trouve qu'ils ont été assez brillants. Tanzu, tu sais, ça, je sais pas, ça sonne bien. Tanzu, tiens, ce soir je vais faire du Tanzu. Non, je sais pas, je trouve que ça sonne bien. Donc, du coup, comment tu nous expliqueras peut-être également ça. Et on a aussi dans le panel list, là, on a Guillaume et Didier de chez VMware Tanzu également, qui seront là comment, en back-office, entre guillemets, pour répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas sur la partie Q&A, je rappelle, posez toutes vos questions dessus. Et donc, Didier et Guillaume se feront un plaisir d'y répondre et pourquoi pas à un moment donné interrompre Alexandre si on voit que la question est ultra pertinente. Voilà, donc Gaël, je te laisse la parole à toi. Bah, merci. Bah, bonsoir à tout le monde. Est-ce que tout le monde voit ma slide? C'est bon? Ouais, super, génial. Bon, bah, déjà, merci Vemug FR d'accueillir CNCF Nantes pour ce meet-up conjoint. L'idée, c'est voilà, je vais vous présenter grosso modo, qu'est-ce que... Hop là, ouais, je suis allée trop loin. La Cloud Native Foundation, un petit tour d'horizon. Donc, c'est une fondation qui vient de la Linux Foundation, qui a été créée en 2015. Et l'idée est de rendre toute application, tout ce qui est cloud native, universel et pérenne dans le temps. Et de fournir, de mettre à dispo et de promouvoir tout ce qui est application, tout ce qui permet de déployer rapidement et faire tourner et rendre scalable toute application dans le cloud, que ce soit privé, public ou autre. Avec 2 directives principales qui est voilà, promouvoir les projets plutôt open source et de rendre aussi l'accessibilité à tout le monde, d'apporter l'innovation possible pour tous. Et notamment, ils sont adeptes de la diversité et de rendre vraiment tout ça, quelles que soient nos origines, quel que soit notre niveau de vie, quel que soit... voilà. Comme je vous l'ai dit, ça fédère un tas de projets. Donc là, il y a une landscape qui est disponible, donc qui contient tous les projets. Elle est assez longue, je vous invite à aller la visiter. Là, c'est qu'une petite partie. Et d'un autre côté, il y a cette petite feuille de route en fait qui préconise pour justement comment arriver vers ce côté cloud native, donc avec les 3 principaux piliers de départ qui est la containerisation de vos applications, le côté déploiement aussi, l'automatisation de tout ce déploiement, de rendre tout ça fluide, et puis bien évidemment avoir supporté tous ces conteneurs avec un orchestrateur. Bon bah voilà, on parle beaucoup de Kubernetes et de Helm pour déployer. Comment s'architecture ces projets et comment arrive un projet au sein de la CNCF? On a des stades de niveau de projet. Ils arrivent en sandbox. Ensuite, on a la phase d'incubation et le niveau de maturité suprême qui est le graduate, où là, on retrouve des gros projets comme Kubernetes, Prometheus. Ces différentes étapes, en fait, c'est gouverné par des techniques, enfin ce qu'on appelle des TOC. En fait, c'est un comité tech qui promouvoit qui aide à promouvoir ces projets avec différents prérequis, c'est-à-dire que pour passer en phase de graduate, par exemple, il faut avoir un aura, il faut avoir un certain nombre de contributeurs, une bonne communauté, être en production dans beaucoup de sociétés. Enfin voilà, il y a quelques étapes à passer et, euh, et voilà. On peut faire le tour des derniers projets qui ont été gradués justement. Donc on retrouve Kubernetes, Prometheus, Envoy, c'est des projets qui ont déjà été depuis un moment. Le premier étant Kubernetes. Les 2 derniers en date sont TUF et Helm. Helm, on a beaucoup entendu parler la semaine dernière. Donc ça a été la news annoncée. Helm qui est enfin graduated au sein de la CNCF, donc massivement adopté. TUF est un projet, par anecdote, je l'avais présenté. L'idée, c'est de la sécurisation de package, de repository en fait. C'est un vieux projet TUF d'ailleurs. C'est quelque chose qui est très ancien et qui s'est transformé justement en partie un peu cloud native. C'est un bon exemple de
conversion en fait. La CNCF, ce n'est pas que non plus que des projets, mais il y a aussi beaucoup d'événements autour de cette communauté. Donc là, depuis janvier, ils ont ouvert un Kubernetes Bug Bounty Programme. Voilà, l'idée c'est de faire en sorte que Kubernetes soit le plus sécurisé possible. Donc on va allier l'utile à l'agréable. On va rémunérer des gens qui vont détecter un maximum de problèmes de sécurité. Et donc voilà, si vous avez envie de jouer avec Kubernetes et gagner de l'argent, n'hésitez pas à y aller. Il y a des gros événements qui sont malheureusement annulés. On parle de la KubeCon d'Amsterdam qui devait avoir lieu au mois fin mars. Donc elle aura lieu en mode virtuel au mois d'août. Je crois que l'accès est de $75, enfin avec une donation. Donc accessible, vous pouvez vous inscrire. Ça, c'est des gros événements. En parallèle, il y a des plus petits événements comme nous, les meet-up. Donc, il y en a de plus en plus. La communauté s'agrandit. Je regroupe ici les meet-up qui sont présents en France. Donc, CNCF Paris, Bordeaux, Nantes, Lille et Sophie Antipolis. Je ne sais pas s'il y en a qui sont présents là, mais voilà, big up à vous pour être là et être présent et animer cette communauté. Pour la partie CNCF Nantes, 307 membres, ce qui est pas mal. On est 5 organisateurs, donc avec Eric, Lucas, Michael, Vincent et moi-même. On a 6 meet-up à notre actif, donc on essaye un maximum aussi de faire des meet-up conjoints comme là ce soir. Et puis, nous avons un CFP, on est présent sur Twitter aussi, et donc n'hésitez pas si vous avez des sujets à proposer, pas que Kubernetes, ça peut être vraiment autre chose, tout ce qui tourne autour de n'importe quel projet au sein de la CNCF, on est friand aussi, et donc n'hésitez pas à postuler, à envoyer, on est toujours content d'avoir des propositions et de proposer toujours des sujets sympas. Et pour terminer, je vais remercier le VMUG pour nous accueillir et puis je vais laisser la main à Alexandre qui va nous parler des Tenzu Build Service. Merci Gaël. Merci. Merci Gaël. Alors, je vais prendre la main. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Cool. Bon, bah écoutez, merci Noam, merci Gaël pour cette introduction. Donc effectivement, ce soir, on va faire du Tenzu. En particulier, on va faire du Tenzu Build Service. Donc, je me présente, moi je suis Alexandre Roman, je suis Solution Engineer chez VMware Tenzu. Moi, mon rôle, en fait, c'est d'accompagner nos clients, pouvoir leur présenter nos solutions donc, et de les aider, en fait, dans leur transformation de leurs applications. Et pour ça, on s'appuie effectivement sur l'ensemble des solutions qui font partie du portfolio VMware Tenzu. Et ce soir, on va vous parler de Tenzu Build Service, une solution qui, comme vous allez le voir, va vous aider pour construire des conteneurs pour Kubernetes à l'échelle. Alors, voilà les sujets qu'on va aborder. On va commencer à traiter le cas d'une chaîne de production de conteneurs. On va voir comment est-ce que Tenzu Build Service va nous aider à mettre en place un tel processus qui va être automatisé et qui va nous amener en fait une certaine automatisation avec une capacité à pouvoir déployer des images en production beaucoup plus rapidement. On verra comment Tenzu Build Service se place vis-à-vis du portfolio d'applications et des services Tenzu. Et ne vous inquiétez pas, il y aura des démos live. On fera ce qu'il faut pour vous donner une bonne compréhension de ce que propose Tenzu Build Service ce soir. Et l'ensemble des démos et des éléments que vous verrez sont bien sûr disponibles sur mon GitHub. Vous aurez les liens en fin de présentation. Donc, commençons par le début. Et le début, en fait, c'est déjà ce constat-là. Construire des images Docker de manière sécurisée, c'est quelque chose de difficile. Difficile pourquoi? Parce que, en fait, je pense que les uns et les autres, vous avez déjà dû vous frotter à l'écriture de Dockerfile. Faire en sorte que votre image Docker soit sécurisée, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas avec des droits routes, le fait qu'elle utilise des composants qui soient à jour, le fait qu'elle soit publiée et enregistrée dans un conteneur, dans un Docker Registry,
sécurisées, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place. Et en fait, plus que ça, vis-à-vis des failles de sécurité, c'est quelque chose qui va rendre le processus compliqué. Donc, il y a quelques années de cela, vous avez peut-être entendu parler de cette faille de sécurité, une faille de sécurité dans les composants SSL, TLS de nos serveurs type Apache qui mettent en œuvre OpenSSL. Donc, c'est une faille de sécurité qui était assez importante puisqu'elle permettait en fait simplement en accédant à vos endpoints protégés par du HTTPS, de pouvoir lire le contenu de la mémoire de la machine hôte sur laquelle tourne le processus. Donc, une faille assez importante qui, bien entendu, bon, il y a quelques années de ça, a nécessité de patcher, de corriger tout un tas de logiciels. Donc, on peut imaginer que ce n'est pas chose facile, hein, vu que nombreux sont les services qui s'appuient sur OpenSSL pour assurer ces choses-là. Et il y en a une organisation en particulier qui ne s'est pas trompée, c'est la NSA, qui a fini par indiquer qu'elle s'était effectivement appuyée sur ces failles de sécurité pour pouvoir accéder et exploiter ces informations, alors à des fins de contre-espionnage, etc., on imagine, mais si la NSA s'en est servie, on peut imaginer qu'aussi que des hackers s'appuyer sur cette faille pour accéder à des informations dont il n'aurait pas dû y avoir accès. Mais au-delà des failles de sécurité qui sont annoncées et qui sont découvertes au jour le jour, en fait, ça c'était il y a déjà quelques années, mais avec la containerisation et des solutions comme Kubernetes, tout va beaucoup plus vite. Et c'est également le cas pour les failles de sécurité. Donc, je prends l'exemple d'une JVM, un composant essentiel pour l'exécution de vos applications Java. Si on prend ce qui s'est passé, si on fait un retour en arrière sur 2019, on pourra voir et on pourra constater qu'il y a de nombreuses failles de sécurité qui sont découvertes. Et donc, s'il y a une faille de sécurité, la question c'est comment est-ce que je fais pour patcher mon application, pour patcher mes services et faire en sorte que mes applications ne soient pas vulnérables. Et au-delà de tout ça, il y a encore une fois, l'année dernière, un article très intéressant qui était sorti et qui indiquait que sur les 10 images Docker les plus populaires, cette étude avait détecté qu'il y avait 8000 failles de sécurité qui étaient présentes. C'est autant de portes d'entrée de failles qui pourraient permettre à un hacker de rentrer dans votre système, dans votre application et faire une extraction de données. Donc, autant construire une image Docker, c'est déjà compliqué, autant la garder à jour et arriver à déployer ces mises à jour en production le plus rapidement possible, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de solutions qui ont été mises en place. Alors, prenons le cas de cette faille de sécurité OpenSSL. Voyons un peu qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, imaginons que vous avez une application typique Node.js que vous avez déployée chez vous. Pour les besoins de mise en œuvre de cette application, vous avez certainement créé votre propre image de base dans laquelle vous avez peut-être hérité d'une image existante et vous avez inséré, par exemple, les éléments nécessaires comme OpenSSL ou d'autres, des certificats racines propres à votre organisation, des éléments importants pour l'exécution de votre application. À partir de cette base, de cette image Docker de base, vous avez probablement ajouté le nécessaire pour pouvoir exécuter votre application. Donc, vous avez certainement ajouté, dans le cas d'une Node.js, une installation de Node.js qui fait référence dans votre organisation et qui est construite par-dessus votre image Docker de référence. Et puis vient votre application qui, finalement, s'appuie sur les couches inférieures pour pouvoir s'exécuter, s'appuyer sur le Node.js qui lui-même s'appuie sur les composants sécurisés de la distribution. Donc, comme vous le savez, une image Docker, c'est composé de différentes couches, de différentes layers. Et chacune de ces layers s'additionne. Et le résultat de cet assemblage, c'est le fameux conteneur que vous allez déployer ensuite sur votre environnement de virtualisation. Donc, ça peut être Kubernetes, ça peut être autre chose. Et c'est le miracle, hein, le miracle de la conteneurisation, c'est qu'une fois que le conteneur il est construit, on va pouvoir le déployer à peu près n'importe où. Donc là, on va dire, tout va bien dans le meilleur des mondes, l'application fonctionne et on arrive à avoir quelque chose qui nous semble solide. Jusqu'au jour où une faille de sécurité est annoncée.
Reprenons l'exemple de OpenSSL. Qu'est-ce qui se passe si, du jour au lendemain, on s'aperçoit que une faille de sécurité énorme, OpenSSL, Heartbleed, est annoncée. Et d'un seul coup, en fait, c'est votre application qui indirectement, en fait, n'utilise pas, peut-être pas OpenSSL directement, mais va être quand même concernée par le problème. Et donc, en réalité, c'est peut-être pas votre application, mais c'est peut-être les couches inférieures. Et là, en l'occurrence, l'image de base que vous aviez mis au point dans votre organisation, qui du coup va se retrouver impactée par cette faille de sécurité. Et on comprend que à partir de là, si je souhaite patcher mon application, je vais devoir non seulement reconstruire une image de base de mon OS, je vais devoir rebaser cette image avec mon Node.js qui va devoir s'appuyer sur la nouvelle version de l'image de base, et ensuite, seulement ensuite, je vais pouvoir utiliser dans mon application la nouvelle couche, et ensuite, à la fin, j'aurai un conteneur que je vais pouvoir amener en production. Quand on a quelques applications qui sont concernées par ce genre de choses, on peut se dire que c'est gérable. OK. Mais essayons de raisonner à l'échelle. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas une application, mais 200 applications? Donc peut-être autant de conteneurs. Combien de temps ça va vous prendre dans votre organisation si d'un seul coup, ce n'est pas un conteneur, mais 200 conteneurs que vous devez corriger parce qu'ils sont chacun concernés par cette faille de sécurité? Mettre à jour 200 conteneurs, comme on l'a pu le voir, donc manipuler les Dockerfiles, refaire les reconstructions, mettre à disposition ces versions aux différentes équipes, attendre que les équipes en question soient disponibles, les équipes de développement, qu'elles veuillent bien utiliser les nouvelles images, et puis finalement amener ces nouvelles images en production, bah, ça peut rapidement devenir un cauchemar. Un cauchemar. Et comment est-ce qu'on fait pour simplifier cette histoire? Comme vous avez pu le voir, ce cas d'application, il est simple à comprendre. Mais imaginez que dans une organisation, c'est peut-être encore pire que ça. Ce n'est pas simplement une image d'OS de base que vous avez, mais c'est peut-être plusieurs. Imaginez qu'une application va peut-être se baser sur Ubuntu comme image de base, et puis son voisin à côté va peut-être, parce que l'équipe est libre de constituer et d'amener le contenu des différentes layers qui composent notre conteneur, va peut-être s'appuyer sur une autre distribution. Certains vont utiliser CentOS, d'autres vont utiliser Alpine, pourquoi pas. Et puis, il y a le cas de ces projets qui sont là depuis une éternité. Il y a peut-être même plus d'équipes. Et puis finalement, on fait tourner des applications en production et on ne sait même plus ce qu'il y a dedans. On sait qu'il y a vaguement quelque chose qui ressemble à une Debian ou un Ubuntu, on ne sait plus trop en fait. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? La même chose, les mêmes problèmes se posent au niveau middleware. L'application qu'on a vue ici, elle utilise peut-être une version personnalisée de Node.js, alors que d'autres vont préférer, et ils ont sûrement raison, s'appuyer sur des référentiels de paquets qui font partie de la distribution et qui sont donc suivis dans le temps. Certains voudront peut-être aussi s'appuyer sur les images Docker publiques qui sont fournies par les projets. Node.js en fournit. Et puis d'autres projets qui sont peut-être un peu plus cow-boy et qui vont peut-être patcher eux-mêmes Node.js pour les besoins propres dans leur application. Et si on se retrouve à devoir gérer tout ça d'un point de vue de la sécurité et d'un point de vue de la maintenance de ces applications, bah, finalement, ce qui pouvait être simple tout à l'heure, c'est-à-dire simplement modifier le Dockerfile et référencer les différents éléments mis à jour suite à une faille de sécurité, quand on a un patchwork comme celui-ci, c'est peut-être autrement plus difficile à gérer. Et c'est peut-être pas dans la journée, dans la semaine qu'on va pouvoir être en mesure de patcher nos 200 conteneurs, nos 200 applications, mais c'est peut-être plusieurs mois, voire quelques années, on ne sait pas, en fonction de la réactivité des différentes équipes dans votre organisation. Et donc ça, c'est vraiment un anti-pattern. Si on veut raisonner avec cette notion de conteneurisation à l'échelle au niveau d'une organisation, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et on aurait plutôt tendance, en fait, une bonne pratique, c'est d'essayer de rationaliser ce processus et d'arriver d'une manière ou d'une autre, et on va le voir comment Tanzu Build Service va nous aider dans cette stratégie, arriver à utiliser les mêmes bases, à utiliser les mêmes composants middleware pour que lorsque on soit en besoin de patcher et de mettre à jour nos applications, on ait moins d'éléments, moins d'inconnus à gérer
et qu'on soit en mesure de déployer rapidement ces nouvelles applications. Et un des éléments clés, en fait, pour pouvoir y arriver, c'est de déléguer cette activité à une équipe plateforme, ou en tout cas un opérateur qui n'est plus dans l'équipe de développement, qui n'est plus dans le projet, dans le produit que l'on développe, mais qui arrive à avoir une certaine vue d'ensemble sur les applications qui sont développées, et qui sera en mesure de vous aider pour pouvoir d'un seul coup patcher différents conteneurs à l'échelle, comme on a pu le voir juste avant. Alors, écrire des Dockerfiles, c'est effectivement quelque chose que les uns et les autres, on a probablement tous fait. Mais il est certain qu'en 2020, il y a peut-être sûrement quelque chose de mieux à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours, on doit toujours se taper ces Dockerfiles? Il existe des solutions, en fait. Et une des solutions sur lesquelles on va s'appuyer ce soir, et qu'on va découvrir, c'est les Cloud Native Build Packs. Les Cloud Native Build Packs, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative, c'est un projet open source qui fait partie de la fondation CNCF, qui chapeaute Kubernetes et d'autres projets open source. Et avec donc ces Cloud Native Build Packs, l'idée, c'est de pouvoir proposer une spécification, une API, qui va nous permettre de construire et de nous aider dans la construction de ces images Docker. Alors l'idée, c'est de poser un cadre dans lequel on va pouvoir automatiser et on va définir différentes phases dans lesquelles on va construire les différentes couches de notre conteneur. L'idée maîtresse derrière les Cloud Native Build Packs, c'est de décomposer notre conteneur Docker en différentes couches qu'on va isoler en fonction de ce qu'apportent les modules d'un build pack. Donc imaginez notre conteneur de tout à l'heure. La partie Node.js serait isolée dans une layer à part qui est apportée par un build pack qui s'occupe de gérer la partie Node.js. Et lorsqu'il doit y avoir une nouvelle mise à jour de Node.js qui doit être déployée, on ne va mettre à jour que cette layer-là et on ne va pas toucher le reste. L'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir construire plus rapidement nos conteneurs, ce qui veut dire qu'on va également être capable de pouvoir appliquer le même fonctionnement à l'échelle sur beaucoup de conteneurs, sur des milliers de conteneurs s'il le faut. On va pouvoir être en capacité d'appliquer la même version de Node.js, la même version de Java, etc., etc. C'est valable également pour les couches intermédiaires jusqu'à l'image de base. Et bien entendu, dans la manière où l'on met en œuvre ces build packs, on fait en sorte que des bonnes pratiques de développement, de rédaction de ces Dockerfiles soient appliquées. Et donc, on va être secure by default. On va faire en sorte que nos conteneurs soient construits de manière sécurisée. Et les build packs sont prévus, sont conçus pour être totalement portables. Donc, je parle d'images Docker depuis le début. En réalité, il faudrait parler d'images OCI. L'OCI, c'est le standard derrière les images Docker. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser ces build packs et pouvoir, à la fin, disposer d'une image dans ce format-là que vous allez pouvoir déployer dans n'importe quel environnement de containerisation, probablement n'importe quelle distribution Kubernetes. Vous allez être en mesure de pouvoir vous appuyer sur ces mécanismes-là. Alors, un peu d'histoire. Les Cloud Native Build Packs, en fait, ça ne date pas d'hier, en réalité. Avant les Cloud Native Build Packs, il y avait les Build Packs. Et c'est une technologie qui nous vient, en fait, nos amis de Heroku, qui, il y a bientôt presque 10 ans maintenant, ont mis en place un mécanisme qui permettait de simplifier la containerisation de vos applications. Donc, vous aviez une URL Git à proposer, à définir, et derrière, le processus se chargeait de construire le conteneur pour vous. Plus besoin d'écrire de Dockerfile. D'autres projets, par la suite, dont Cloud Foundry, qui est une solution de type PaaS, se sont appuyés sur ce mécanisme de build packs, ils l'ont étendu, et ont proposé la même chose. Vous me donnez votre code source, vous me donnez votre jar, vous me donnez l'élément que vous souhaitez mettre en production, et la plateforme va se charger de beaucoup de choses, y compris la containerisation. Puis est arrivé Kubernetes, qui a popularisé ce mécanisme-là de gestion des conteneurs à l'échelle. Et en 2018, l'initiative Build Packs qui est née et qui a été donnée à la fondation CNCF et qui, avec des contributeurs majeurs comme Pivotal à l'époque, maintenant VMware Tanzu, mais aussi Heroku et d'autres acteurs de la communauté,
qui propose un ensemble de build packs qui vont vous permettre de construire des conteneurs Docker à l'échelle sans avoir à écrire de Dockerfile et en pouvant s'appuyer sur des recettes de cuisine, en quelque sorte, hein, les build packs, qui vont vous permettre de répéter et d'avoir un processus qui est complètement automatisé et donc beaucoup plus sécurisé pour faire fonctionner vos applications. Et donc cette année, avec l'arrivée de VMware Tanzu, des produits plus élaborés comme VMware Tanzu Build Service qui mettent en œuvre ces build packs pour vous aider dans la gestion et la création de vos conteneurs à l'échelle dans votre organisation. Et on parlait de Cloud Foundry, de VMware Tanzu, des Heroku. On n'est pas les seuls à utiliser cette technologie. Spring Boot, dont la prochaine version 2.3 doit sortir la semaine prochaine, vous propose de construire votre conteneur pour application Spring Boot directement depuis votre Maven ou votre Gradle. Vous allez sur start.spring.io, vous utilisez la toute dernière version de Spring et vous avez une intégration avec les Cloud Native Build Packs. C'est le cas également chez Azure, qui propose un service qui s'appelle Azure Spring Cloud, qui vous permet d'héberger votre application sur infrastructure Azure. C'est également du Cloud Native Build Packs qui est mis en œuvre derrière pour assurer la conteneurisation. Et c'est le cas, comme on le voit ici, de différents acteurs qui s'appuient sur cette technologie pour vous simplifier et qu'on n'ait plus à écrire de Dockerfile dans votre organisation, dans votre quotidien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va utiliser les build packs? Il va y avoir différentes phases qui vont s'opérer. Donc, je vais rapidement passer là-dessus et puis on va voir en vrai qu'est-ce que ça donne. Donc, l'idée, c'est que dès qu'on va mettre en œuvre nos build packs, il va y avoir une phase de détection qui va entrer en jeu. Donc, il faut imaginer différents éléments, différents build packs qui constituent notre bibliothèque. On va avoir un build pack pour Node.js, on va avoir un build pack pour Java, pour Python, etc. etc. Et en partant des éléments que vous allez fournir en entrée, alors que ce soit un jar, que ce soit du code source, l'élément que vous souhaitez construire, que vous souhaitez conteneuriser, les build packs vont détecter, ils vont voir s'ils sont en capacité de pouvoir répondre à cette demande. Par exemple, dans le cas présent, le build pack pour Node.js va se dire, tiens, je reconnais cette structure de fichier, je sais que c'est des points JS, donc il est possible, probable, que je sois en mesure de répondre à la demande de conteneurisation. À la suite de ça, il y a une analyse plus poussée qui va intervenir par les build packs qui auront été élus, qui auront été désignés pour assurer la conteneurisation. Et donc, c'est à ce moment-là qu'une analyse plus poussée va intervenir. C'est aussi à ce moment-là que le mécanisme de build pack va éventuellement mettre en œuvre une solution de cache. C'est-à-dire que lorsque l'on va construire notre projet, au début, et tous ceux qui ont utilisé les Dockerfile sont bien au courant, on va se retrouver à devoir télécharger les dépendances Node.js, des dépendances Maven, etc., etc. Ça prend un temps fou. Les build packs, en fait, sont optimisés et permettent, lorsque des dépendances sont téléchargées, de pouvoir les mettre en cache, de telle sorte que lors de la construction suivante, les éléments qui ont déjà été téléchargés soient mis à disposition directement et afin de gagner du temps. Donc le temps de construction du premier conteneur, c'est comme on l'a tous connu, va prendre un certain temps. On va peut-être télécharger la moitié d'Internet parce qu'on va lancer un NPM. Le coup d'après, les dépendances qui auront déjà été téléchargées seront mises à disposition et donc le build va aller beaucoup plus vite. Donc le build intervient, on va sélectionner les différents éléments qui sont nécessaires. Donc dans une application Java, on va peut-être télécharger le JRE, le JDK, on va lancer la compilation, on va récupérer l'élément, l'artefact jar que l'on va placer dans un bon dossier, on va définir un certain nombre de choses, on va gérer des variables d'environnement, etc., etc. On va sûrement positionner des paramètres. Par exemple, dans le cadre des applications Java, le build pack est capable de construire pour vous et de définir pour vous le paramétrage de la JVM qui convient à la taille de votre conteneur. Vous savez, si vous avez fait déjà des applications Java, que cette phase-là est assez délicate à gérer. On a souvent fait l'expérience des out of memory avec des applications Java qui dépassent la taille du conteneur et qui se retrouvent à planter. Donc là, les build packs vont configurer pour vous cet aspect-là et vont définir, si bien que si vous changez la taille de mémoire allouée à votre conteneur, tout ça va se faire de manière dynamique et on va définir les bons paramétrages pour vous. Bien sûr, vous avez la main sur le paramétrage pour définir, si nécessaire, des options supplémentaires. Bref, tout ça c'est construit et à la fin, on assemble les différentes couches qui composent notre conteneur
et on va les stocker dans un registre de conteneurs, un Docker Registry, celui de votre choix. Donc, je vous rappelle, le fait que les build packs soient basés sur le standard OCI fait que vous allez pouvoir le déployer et le mettre en œuvre dans n'importe quel Docker Registry compatible OCI. Donc ça va être peut-être sur Docker Hub, ça va peut-être être sur Arbor, Artifactory, peu importe l'élément que vous mettez en œuvre dans votre organisation. Donc passons maintenant à une petite phase de démo. Donc pour cela, je vais générer un projet. On va partir de zéro. Donc on va partir d'une application Java. On va sélectionner une application en utilisant la dernière version de Spring Boot. Et puis on va, pourquoi pas, sélectionner du Kotlin, pourquoi pas. Et on va demander à générer le projet. OK. Le projet est là. On va ouvrir. Alors, on ne va pas ouvrir ça. Voilà, rends-moi la main. On va ouvrir, donc on va déplacer notre archive. Ici, on va dézipper le contenu et on va ouvrir un IDE et on va importer ce que l'on vient de créer. Non, je me suis trompé. Pardon. Webinar. Voilà, les sources sont ici. Vous connaissez peut-être start.spring.io, c'est l'occasion de pouvoir générer une structure de projet qui est directement prête à l'emploi. Là, en l'occurrence, pour Spring Boot, j'ai sélectionné un langage de programmation qui est Kotlin. J'aurais pu sélectionner Java ou autre. Et j'ai également la possibilité de sélectionner des dépendances. Alors, je me rends compte que je suis allé un peu vite et que je n'ai pas sélectionné ce que je voulais. Donc, on va rajouter ça à la main. Donc là, en l'occurrence, j'ai envie d'avoir un projet avec un contrôleur REST. Donc, on va le faire ici. Et on va rajouter ce dont j'ai besoin. Hop. On y est. Très bien. On va aller ensuite générer ici. Et on va rajouter donc un contrôleur REST. S'il veut bien me rendre la main. Mon IntelliJ est un peu capricieux ce soir. Alors, pas de problème. On va régénérer et importer. Voilà. Allons-y. Décidément. Alors, quand c'est comme ça, on va tout supprimer. On va repartir d'un projet propre. Alors, en dépendance du Spring Web. Et je pense que ça suffira. On va régénérer le projet. Et on va réinsérer ça ici. Très bien. Décidément. Ici. Merci. Voilà. Le temps que les différentes dépendances soient résolues. On va finir par y arriver. Alors, est-ce que cette fois-ci, ça tout de suite, contrôleur, import, ouais, magnifique. Voilà, et puis on va retourner ici. Un petit hello world. Voilà, tout ça pour ça, vous allez me dire, mais c'est pour vous montrer qu'en partant de zéro et en n'ayant rien fait d'autre, on a la possibilité d'avoir quelque chose d'assez rapide. Donc là, vous avez un projet classique, Maven. Vous notez ici qu'il n'y a pas de Dockerfile. Donc pour utiliser les build packs, j'utilise un outil en ligne de commande ici. Donc build, on va créer ici, on met le nom de notre image, et c'est à peu près tout. On lance la commande,
pack build. Là, ce qui va se passer, c'est que le clan native buildpacks vont se lancer. On voit ici la phase de détection dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre de buildpacks qui se sont déclarés comme étant en mesure de pouvoir traiter mon application. Donc, il y a en l'occurrence un JDK. Les buildpacks ont détecté qu'il y avait un projet avec Maven et il a également vu que c'était un projet Spring Boot. Donc, c'est autant d'éléments qui vont être personnalisés dans la création de notre conteneur. Donc là, c'est la première fois que je le lance. Donc, bien entendu, il va bien falloir chercher les dépendances. Et c'est ce qui se passe ici. On voit le téléchargement d'un JDK, d'un JRE et d'un ensemble d'éléments qui seront nécessaires pour l'exécution de mon conteneur. Une fois que les différents éléments ont été téléchargés, se lance la phase dite de compilation. Donc là, c'est ce dont on indiquait tout à l'heure. Si vous faites l'équivalent avec un Dockerfile, vous avez probablement ce genre de lignes qui vont se lancer. Et du coup, pour pouvoir gérer le cache, il va falloir faire un certain nombre de techniques pour stocker les dépendances quelque part, pouvoir remonter le volume, etc. et éviter de tomber sur ce genre de choses. Là, j'ai rien à faire en fait. Hein. La commande pack et les clans native buildpacks vont se charger pour moi de mettre en cache l'ensemble des dépendances qui sont téléchargées. Donc, on télécharge presque la moitié d'Internet. Donc, à la vitesse de la connexion, on devrait avoir d'ici quelques secondes la compilation qui va être lancée. C'est autant de temps qu'on gagne, hein, évidemment, lorsqu'on a une phase de mise en cache de ces dépendances. Vous imaginez bien que ça n'a aucun sens de retélécharger à chaque build l'ensemble des dépendances dont on a besoin. Et donc, l'utilisation d'un cache dans le cadre d'image Docker est vraiment un plus qu'appréciable qui est amené par les clans native buildpacks. Donc, on va finir par y arriver. On télécharge l'ensemble des jars. Voilà, enfin, on lance presque la compilation. On voit ici tout un tas de plugins Maven qui sont nécessaires pour la compilation du programme de l'application Java. Il doit y avoir une partie Kotlin qui intervient. On l'a vu passer très rapidement. Et à l'issue décidément, d'un temps qui devrait bientôt être terminé, on devrait disposer d'une application. Donc, cette compilation Maven va nous donner un jar qui va être récupéré par le buildpacks et qui va être placé dans une couche dédiée et qui va constituer notre conteneur. Enfin, on y arrive. Tout ça se passe sur ma machine. On a la compilation qui intervient. Voilà, décidément. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On voit encore le téléchargement d'un certain nombre d'images, de jars. Là, c'est la création du jar dont on parlait tout à l'heure. Il ne faut pas être pressé. Alexandre, en attendant que ça termine, il y a une question intéressante. Alors, vas-y. Les buildpacks peuvent-ils être polyglottes, plusieurs langages au sein d'une même image, par exemple du Java, du Python? Alors, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Alors, au sein d'un conteneur, on peut avoir un langage et le système est construit. Là, on voit les différentes layers qui entrent en jeu. On peut avoir des supports pour différents langages, mais l'idée, c'est bien, dans la mesure du possible, d'avoir un langage et un framework au sein d'un conteneur. Les buildpacks sont construits comme ça. Et tu enchaînerais plusieurs buildpacks si tu devais traiter plusieurs, on va dire, natures de langages différentes, hein, ou plusieurs types d'actions différentes. Je construirais probablement des conteneurs différents, probablement. Ou des conteneurs différents. Voilà. Donc là, on voit la dernière phase ultime qui a été la mise en cache de tout ça. Et pour vous montrer qu'on est bien dans quelque chose qui fonctionne. Alors, bien sûr, j'ai oublié déjà le nom. Le nom, c'est capac-demo. OK. Lançons notre Docker. Et là, on va voir ici, chaque fois que je vais lancer en fait mon Docker, mon image Docker, ici, on va avoir une configuration de la mémoire telle que je l'avais indiqué.
Donc là, en fonction de, alors en l'occurrence là, par défaut, mon conteneur fait 1 giga, mais en fonction de ce que l'on va insérer, les buildpacks sont en mesure de reconfigurer la JVM pour donner un paramétrage qui convienne et éviter les out of memory qu'on pourrait avoir. Et donc, si on interroge, évidemment, là je pense qu'il n'y a aucune surprise sur le fait que ah, si, il y a des surprises. Bah, tiens, c'est un bon exemple. J'ai oublié de rajouter un mapping sur mon code. Ça va être l'occasion de voir qu'est-ce qui se passe quand on recompile. Voilà. Si on fait ça, ça sera mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on recompile? Très bon exemple. On va le relancer tout de suite. Donc là, je relance la compilation. L'intérêt de faire ça, c'est que à partir de là, la détection intervient et on va avoir la phase de restauration. On voit ici qu'on restaure des informations du cache et je vais vous épargner le retéléchargement des dépendances qui ont pris un certain temps. Et donc là, on va intervenir directement dans la phase de compilation. Vous voyez que le lancement de la commande pack, je n'ai pas eu à gérer moi-même les volumes Docker. Je n'ai pas eu à gérer quoi que ce soit. Tout ça se passe dans le plus simple, simplement en lançant la même commande. La phase de compilation, elle, par contre, voilà, s'exécute. Et on arrive ici à la fin. L'image Docker, on voit ici une réutilisation des couches déjà existantes. Et la seule couche qui a été rajoutée, on le voit ici, la seule nouvelle couche qui a été rajoutée, c'est la couche dite applicative qui contient mon code en réalité. Tout le reste, c'est l'application qui est la JVM, etc. Ça reste, on n'a pas besoin de créer une nouvelle layer pour des éléments qui existent déjà. Donc là, en relançant le conteneur, cette fois-ci, on devrait avoir une application qui finit par répondre correctement. Alors, on va se remettre dans une configuration qui convienne. L'application est lancée. Et là, cette fois-ci, on a notre Hello World. Ouf, c'est bon, j'ai réussi à construire mon conteneur sans avoir à écrire de Dockerfile. Donc, vous voyez que les build packs, ça va permettre... il n'y avait aucun Dockerfile. Et ça m'a permis de construire, et vous avez pu voir en live le principe de cache pour accélérer la construction de nos images Docker. Ce conteneur-là que j'ai créé, que je fais tourner sur ma machine, je peux très bien le déployer par la suite dans un pod sur Kubernetes et j'aurai exactement le même système, le même niveau en termes de containerisation. Alors bien sûr, petite question, Alexandre. Est-ce que je peux choisir je suis un peu old school, j'ai encore du Java 8 ou une version particulière d'un Java 11 par exemple? On va y venir juste après. Tous les éléments de personnalisation du build pack est possible. Et en particulier, s'agissant de Java, on a la capacité de pouvoir sélectionner la version de Java que l'on souhaite utiliser. Là, j'ai utilisé un Java 11. Je n'ai pas mis d'éléments particuliers. Donc, il a pris cette valeur-là pour la containerisation de mon application. Mais effectivement. Donc, l'idée maintenant, c'est de voir comment est-ce que je peux mettre en œuvre ces build packs dans un environnement avec Kubernetes. Et donc, le fruit et l'addition des Cloud Native Build Packs avec Kubernetes, c'est VMware Tanzu Build Service. Donc, c'est l'utilisation de ces build packs dans un cluster Kubernetes. Et là, cette fois-ci, je ne vais plus construire les conteneurs depuis ma machine. Et on va rationaliser tout ça. On va faire en sorte que ça soit réutilisable. Et c'est ce qu'apporte Tanzu Build Service. C'est-à-dire, c'est une forme d'usine à construction d'images. Donc, Tanzu Build Service ne remplace pas votre outil votre pipeline CI/CD. On verra juste après dans quelle mesure il s'insère. Mais si vous avez déjà un Jenkins, un GitLab, Concours, peu importe, qui s'occupe d'exécuter vos tests unitaires, cet élément-là va rester. Il est nécessaire d'exécuter les tests unitaires et ce n'est pas le rôle de Build Service. Le rôle de Build Service, il est très très simple. C'est de remplacer la containerisation et de vous aider dans cette containerisation. Donc, on va partir d'images de base qu'on appelle des stacks. On va partir de build packs qu'on a vu juste ici, qui amènent
un certain nombre d'éléments, Node.js, Java, on verra ce qui est apporté par Build Service. Et à la fin, on amène bien sûr notre application, alors sous forme de code source, sous forme d'artefacts binaires, qui sont le fruit de la compilation par un Jenkins, par exemple, en amont. On amène tout ça dans Build Service, un peu à la manière de comment je viens de le faire avec la commande pack. Et le rôle de Build Service, c'est de tourner dans un cluster Kubernetes, d'exécuter l'équivalent de la commande pack, et à la fin, d'amener tout ça dans votre registre de conteneurs préféré. Bien sûr, vous aurez à ce moment-là le loisir de pouvoir vérifier les CVE qui sont dans le conteneur qui aura été produit par Build Service. Là, en l'occurrence, Build Service ne va pas remplacer votre Clair ou Notaire qui est utilisé dans Arbor, par exemple, ou d'autres solutions pour scanner le contenu du conteneur. Donc ça, c'est bien quelque chose qui n'est pas pris en charge par Build Service. Le seul rôle de Build Service, c'est de créer des conteneurs. Et la finalité, c'est ensuite de pouvoir faire tourner ça sur votre distribution, votre cluster Kubernetes. Alors bien sûr, je vous parle de Tanzu Build Service, je vous ai parlé des Build Packs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce produit-là, c'est en fait la version entreprise d'un projet open source qui s'appelle Kpack. Kpack, qui est ici, je vous présenterai tout à l'heure, c'est un projet open source qui est disponible sur GitHub. Et c'est l'utilisation de Pack, la commande CLI qu'on a vue tout à l'heure, qui vient des Build Packs, dans un contexte Kubernetes, d'où le Kpack. Et Build Packs, en réalité, c'est un ensemble de spécifications. Donc, c'est une API et l'implémentation de cette spécification est soumise, enfin, chacun peut implémenter son propre Build Pack. Et il se trouve qu'il y a un projet open source qui s'appelle Paketo. Donc, Paketo Build Packs, c'est un projet open source qui fournit un ensemble de Build Packs. Là, on a pu le voir ici. Donc, des Build Packs pour Node.js, des Build Packs pour Java, etc., etc. Et donc, on met en œuvre tout ça, on intègre tout ça. Et à la fin, ça nous donne un produit qui s'appelle Tanzu Build Service, qui est une distribution Kpack particulière, qui est taillée pour les besoins d'une entreprise, avec le support, bien sûr, qui va derrière, et des Build Packs Tanzu qui vont apporter des niveaux d'intégration supplémentaires construits par-dessus Paketo pour, par exemple, s'intégrer avec des outils d'APM type Dynatrace ou AppDynamics et vous amener des fonctionnalités complémentaires sur les build packs qui sont déjà disponibles dans la communauté. Voilà. Donc, le principe de mise en œuvre de Tanzu Build Service est assez simple. Pour répondre à la question qui avait été soumise il y a quelques instants, on va définir un fichier, c'est un fonctionnement d'un point de vue déclaratif. C'est le principe. Donc, on va définir dans un fichier l'emplacement de notre source ou de notre application. Alors, ça peut être un Git, ça peut être un lien HTTP vers un Artifactory, par exemple, qui stockerait le résultat d'une compilation, donc un jar, par exemple, quelque part. Donc, Build Service est capable soit de partir des sources, soit de partir d'un élément de type binaire. Et à la fin, on va définir la cible, c'est-à-dire le Docker Registry dans lequel on souhaite stocker le résultat de la conteneurisation. Et entre les deux, on va retrouver des éléments de configuration. Vous voyez ici des variables d'environnement qu'on va pouvoir positionner et qui sont définies au sein de chacun des build packs. Là, en l'occurrence, le build pack pour Java me permet de définir la version de Java que je souhaite avoir. Donc 11.étoile, on comprend que c'est la version 11, a priori la dernière, celle qui est disponible et qui est la plus à jour. L'intérêt de Tanzu Build Service et de Kpack, c'est que dès qu'il va y avoir des mises à jour de ces différents build packs, alors les build packs pour Java, pour Node.js, pour différents langages, dès qu'il va y avoir une mise à jour, c'est donc ces build packs qui vont s'occuper, qui vont être notifiés finalement, c'est Kpack qui va être notifié qu'il y a des nouveaux build packs qui sont disponibles, et donc le processus de construction, ce que j'ai exécuté manuellement sur ma machine, va s'opérer sans que moi, j'ai à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, en tant que développeur, je définis de manière déclarative que j'ai besoin d'un Java 11. Mais la version du build ou la version du patch de Java ne m'intéresse pas. Moi, mon application, elle fonctionne avec Java 11. Ce que je souhaite, c'est que ce soit la dernière version qui soit utilisée parce que je suppose que cette version-là est la plus à jour et elle contient des corrections pour des failles de sécurité.
L'intérêt de Build Service, justement, c'est de pouvoir s'assurer de ce fonctionnement-là et de pouvoir, au sein d'une organisation, de pouvoir dire « je veux à chaque instant, par exemple, la dernière version de Java sur cette version-là. Je veux la dernière version de Node.js. » Alors que ce soit un 12, 14, c'est vous qui allez pouvoir définir produit, par application, éventuellement certains paramétrages sur la version de Java ou de Node.js, par exemple. Mais l'idée, c'est qu'on ait en permanence des éléments qui soient à jour, et les build packs vont se charger de la conteneurisation. Donc, vous n'avez pas à définir de Dockerfile et vous n'avez pas à gérer le patching, la récupération d'une layer, l'optimisation, la sécurisation. Tout ça, c'est géré par les build packs, par Capac et par Build Service. Alors, en termes d'intégration dans votre entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez insérer dans votre pipeline, ici, on peut imaginer que vous allez committer du code dans un dépôt Git, par exemple, et que vous avez un processus de commit, d'exécution de test. Alors, ça peut être soit manuel, soit exécuté avec du Jenkins, GitLab, Concours, etc. Donc, ça, c'est à vous de voir. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a construit et qu'on a testé, qu'on a exécuté l'ensemble des tests unitaires et qu'on s'est aperçu que notre application était dans un bon état, c'est là que l'on va mettre en œuvre Tanzu Build Service. Donc l'idée, c'est que Tanzu Build Service va chercher l'élément qui est à la sortie de votre Jenkins, par exemple, et il va construire pour vous le conteneur. Et ce conteneur, il va le stocker dans un registre de conteneurs qui est propre à votre organisation. Et ensuite, derrière, vous allez mettre en œuvre un dernier élément en fin de la chaîne pour pouvoir déployer ce conteneur sur votre cluster Kubernetes. Alors, vous allez pour ça vous appuyer soit sur des pipelines dans Jenkins, dans Concours, ou des outils un peu plus élaborés comme Spinnaker. Libre à vous de choisir ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Hein. C'est bien l'esprit de ces différents outils, c'est on est assez libre dans la mise en œuvre et on va pouvoir s'adapter et pouvoir plugger Build Service et Capac, quelle que soit l'organisation dans lequel il s'insère. Et à la fin, la finalité, c'est bien qu'on ait notre conteneur qui soit déployé sur notre cluster. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade qui méritent réponse avant qu'on enchaîne sur la suite? J'ai une question là. Peut-on utiliser un Yum local? Un Yum local, je suppose que c'est pour télécharger des dépendances particulières. Donc, en l'occurrence, ça va dépendre des options fournies par les différents build packs. En l'occurrence, au niveau de Paketo, qui est celui qui est proposé par défaut, il suffit de regarder dans le GitHub de Paketo. On va retrouver ici un certain nombre de projets, de build packs qui existent, et on va pouvoir retrouver les différentes options qu'on va pouvoir utiliser. Alors, si on va chercher, je ne sais pas, par exemple, un Node Engine, on va pouvoir retrouver le port ou la version de Node qu'on souhaite utiliser. S'il s'agissait d'aller télécharger des dépendances particulières, libre à vous à ce moment-là de peut-être d'étendre un build pack existant et d'aller chercher les éléments qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de votre application. C'est assez simple. Hein. Je pense que la question a été donnée dans le sens où c'est quand tu as des sites en dark site qui n'ont pas de connexion, qui ne peuvent pas s'échapper, aller sur Internet. Ouais, je pense que c'était dans cette... Alors, c'est l'une des plus-values de Build Service, donc la version entreprise par rapport à la version communautaire Capac. C'est que Build Service est construit aussi et pensé aussi pour un usage en entreprise, c'est-à-dire où il n'y a peut-être pas un accès direct à Internet. Et donc les build packs qu'on a vus tout à l'heure et qui, dans la version, on va dire, open source, vont télécharger des éléments à l'extérieur, Build Service est capable de fonctionner dans des environnements fermés. Et donc, dans des environnements qui sont sécurisés, qui sont peut-être un peu plus contrôlés, de vous donner la capacité d'amener des éléments nécessaires à la construction de votre conteneur dans un environnement qui est contrôlé. OK. Alors, comment est-ce que tout ça s'articule dans la partie, dans le portfolio d'applications Tanzu? Alors, Tanzu, c'est vraiment quelque chose qui a été lancé, qui a été annoncé l'année dernière et qui se lance cette année.
Donc, Build Service, c'est un des éléments en fait de cette nouvelle offre par VMware, VMware Tanzu. Donc, on va retrouver différents éléments, différentes fonctionnalités. Donc, on voit que à côté de la partie Tanzu Build Service, on va retrouver une distribution Kubernetes, une distribution Cloud Foundry pour Kubernetes, pardon. Donc, c'est Tanzu Application Service. L'idée, c'est de pouvoir, avec une simple commande, déployer une application en production. Donc, application service se base, s'appuie sur Build Service pour la conteneurisation, mais il va également, par exemple, configurer du service mesh, configurer un ingress router et tout un tas de choses que vous n'aurez pas à faire. Donc, si vous faites du Kubernetes, vous êtes déjà aguerri à l'écriture de fichiers YAML avec application service, Tanzu Application Service, vous n'avez plus à écrire de fichiers YAML pour réaliser les mêmes tâches. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Application catalogue vous permet de simplifier et d'amener des services type MariaDB, Postgres, peu importe, sur votre cluster. Sur la partie du haut, on voit la partie Spring. Spring, c'est, comme vous le savez peut-être, un projet open source pour les développements Java, avec en particulier Spring Boot, qui est assez connu pour les développements de microservices. Derrière ce projet communautaire, ce projet open source, il y a des contributeurs et une majeure partie de ces contributeurs, ce sont en fait des personnes qui travaillent pour VMware Tanzu. Donc, ça forme un tout cohérent, en fait, tout ça qu'on appelle la partie build. Et on va pouvoir lancer et exécuter nos applications sur du Kubernetes. Alors, il y a une distribution qui est proposée aussi, qui s'appelle Tanzu Kubernetes Grid, anciennement PKS, qui va vous permettre d'exécuter ces applications sur l'infrastructure de votre choix. Donc, ça peut autant être du vSphere, mais également des infrastructures sur du cloud public. Vous allez pouvoir déployer du TKG sur du cloud public. Et puis, à côté de ça, des outils d'observabilité, par exemple Webfront, qui va être capable de vous amener de l'observabilité à la fois sur votre partie infrastructure et aussi applicative, et de vous offrir des dashboards pour pouvoir mettre en cohérence et mettre en relation différents éléments. Qu'est-ce qui s'est passé à telle heure lorsque mon application a été lancée? Il y avait peut-être quelque chose qui s'est passé sur mon cluster. Webfront vous permet d'avoir ça. Et la partie Mission Control, Tanzu Mission Control, qui est un dashboard qui vous permet d'opérer des distributions Kubernetes, donc Tanzu Kubernetes Grid, mais aussi n'importe quelle autre distribution Kubernetes. Donc, c'est un élément, un dashboard qui va vous permettre d'opérer ces différentes distributions Kubernetes. Et pour finir, une partie service à travers Pivotal Lab Services qui est un acteur d'un ensemble de services qui est là pour vous accompagner sur toute la chaîne. Et donc, on voit que Tanzu Build Service est un élément assez central puisqu'il amène des services de conteneurisation, mais chacun de ces éléments ici qui composent le portfolio Tanzu, on voit que chacun de ces éléments est indépendant. On va pouvoir mettre en œuvre Tanzu Build Service indépendamment de tout le reste. On va pouvoir le déployer sur n'importe quelle distribution Kubernetes, par exemple, et pas seulement Tanzu Kubernetes Grid ou PKS. Et c'est le cas pour l'ensemble des éléments qui sont présentés ici. Donc, voilà pour la présentation. Je vous propose de passer à des démos un peu plus poussées avec l'utilisation de Capac sur des environnements Kubernetes. Alors, le temps que je mette en œuvre, que je mette en place l'environnement, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de voir l'installation et le déploiement de Capac sur un cluster Kubernetes. Donc, pour cela, j'ai un cluster que j'ai déjà provisionné, donc un cluster avec TKG. Vous devrez voir ici voilà, les différents pods. On voit que c'est un cluster qui est assez vide, il n'y a pas grand-chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer Capac. Vous allez voir de cette manière ce que ça signifie que de déployer Capac dans un cluster Kubernetes. Donc, pour ça, on va aller sur le GitHub directement. Vous voyez qu'on est vraiment ici dans quelque chose de complètement ouvert, complètement open source. Donc, on va aller récupérer ici la dernière release. Ah, bah, bien sûr, sinon, c'est pas drôle. Il va falloir que je m'authentifie. C'était pas forcément prévu, ça. Hop. Hop. Les joies du direct. Hop, on se connecte. Voilà, me voilà connecté sur mon compte GitHub. Mais bien sûr, tout ça est bien sûr public. Hein, vous allez pouvoir le télécharger. Donc là, je récupère en fait
le fichier YAML. Ce qu'on me demande pour installer, finalement, c'est d'exécuter cette commande. Voilà, donc, allons-y. Hein. Je suis feignant, je vais directement référencer le fichier YAML depuis GitHub. Lançons l'installation, le déploiement de Capac. Capac qui va venir avec différents éléments. Mais c'est assez léger, en fait. Hein. Vous allez voir, là, on a fini l'installation, à vrai dire. Et on se retrouve avec deux pods qui tournent. On les voit ici. Il y a un namespace qui a été créé. Et on est déjà en capacité de pouvoir lancer notre Capac. Donc, l'idée derrière, c'est d'insérer quelques éléments de configuration. Donc, si vous avez dans la documentation de Capac, non, pas celle-là, pardon, décidément, hop, je vous fais en accéléré ce qu'il est nécessaire de faire pour installer Capac, c'est ce qu'on vient de faire ici. Donc, il est nécessaire ici de définir le builder qu'on souhaite utiliser. Donc, comme j'expliquais, les build packs, c'est une spécification. On est en capacité de pouvoir utiliser n'importe quelle implémentation. C'est Cloud Native Build Packs. En l'occurrence, on va utiliser Paketo. Donc, c'est ce qu'on va se faire tout de suite. Donc, on va avant tout insérer des credentials qui vont permettre de pousser les images Docker sur Docker Hub. On va également insérer la partie authentification. Voilà. Et on va également insérer le builder dans notre cluster. Donc là, si on regarde, on retrouve les éléments qui sont définis dans l'installation. Et à partir de là, en fait, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est la définition d'une image. Donc là, on voit ici, donc là, c'est la version Capac, qui diffère légèrement de la version Tanzu Build Service, mais le fonctionnement est strictement le même. Derrière, on voit ici une application dont le dépôt Git est ici. Et on va indiquer que l'on souhaite construire une image Docker à partir de ces sources. Et à partir de là, alors avant que l'on voit ça, jetons un œil au builder, on voit qu'il a été correctement déployé. On voit que ce builder, il met en œuvre par défaut un certain nombre de build packs. Donc là, vous allez pouvoir voir du .NET, vous allez pouvoir voir du Go, du Node.js. C'est tout un ensemble d'éléments qui sont proposés par défaut. Libre à vous après éventuellement de personnaliser tout ça. Et si on regarde l'image, voilà, on voit qu'elle a bien été insérée. Et donc maintenant, on va regarder, alors, Capac logs, la syntaxe, il ne va pas la montrer, donc c'est quelque chose comme ça. Non, c'était pas. On va regarder comment s'appelle mon image. Mon image, elle s'appelle démo. Voilà. Donc là, c'est en direct des logs qui se passent sur mon cluster Kubernetes. Donc là, on voit des choses que vous avez vues tout à l'heure. La différence, c'est qu'au lieu de s'exécuter localement sur ma machine, là, j'ai donné pour instruction à Capac de télécharger, de faire un git clone de mon projet. Je lui ai demandé d'utiliser une certaine version de Java, et là, il va s'occuper comme on l'a fait en local. Donc, ça va légèrement plus vite, ce qui laisse à penser que le cluster Kubernetes dispose d'une meilleure bande passante que ma machine. Mais à la fin, je dispose de la même chose. Je dispose d'une image Docker qui est en train d'être construite directement depuis mon cluster. Donc, un des patterns, c'est de dissocier la partie run et la partie build, donc de pouvoir plutôt déployer Capac pour la construction de l'image Docker dans un cluster dédié, qui va s'occuper de poser l'image Docker dans un Docker registry, là en l'occurrence Docker Hub. Et l'idée, c'est qu'on ait un élément à côté qui se charge de déployer ça dans un autre cluster, éventuellement de dev, de pré-prod et prod. Et tout ça se fait de manière complètement automatisée. Donc là, on voit que l'image Docker, elle a été créée. Donc, jetons un œil à Docker Hub, qui est le conteneur que j'utilise. Et là, on voit l'image qui vient d'être créée. A few seconds ago. Donc, c'est tout frais. Donc là, on va pouvoir
si je télécharge cette image sur ma machine, on voit que cette image, elle est composée de différentes layers. Donc on pourrait, si on a un peu plus de temps, creuser, regarder. Il y a des outils qui permettent de visualiser le contenu d'une image Docker. Vous verriez ainsi l'emplacement du JDK, l'emplacement de l'OpenSSL, enfin des éléments nécessaires pour l'exécution. Et donc, simplement pour vous montrer qu'il s'agit d'une application fonctionnelle, on va lancer localement l'application qui va se lancer. Donc là, on va avoir à notre disposition une application qui un petit peu plus sophistiquée encore que. Alors, je vois que voilà, pardon. On rafraîchit et on devrait voir notre application construite avec les buildpacks. Donc là, vous avez une application. Il y en a d'autres. Un des éléments. Là, j'ai fait du Java. Je pourrais aussi. J'avais déjà des. Alors, peut-être pas. Pardon, peut-être pas comme ça. On a pour du PHP. On a pour du Node.js. Alors, est-ce que j'ai un exemple sous la main? Voilà, ici on a du PHP. On va lancer le Docker Run. Je pense qu'en fait, il est déjà lancé. Il n'est pas très bavard. Hop, voilà. Là, on a une application qui est faite en PHP. Donc, je vous ai épargné la construction de l'image, hein, l'exécution du Capac. Mais si vous regardez le code source de l'application, on a bien une application ici qui est du PHP. Comme vous pourrez le constater, il n'y a aucun Dockerfile. Donc, lorsqu'il s'agira de mettre à jour l'environnement PHP, s'il devait y avoir des failles de sécurité et des mises à jour à faire, eh bien, Capac et Build Service sont en mesure d'automatiser cette construction d'images Docker. Donc, on a pour différents frameworks différents supports qui sont apportés. Ce que je vous propose pour la suite, c'est de vous montrer en vrai ce que ça peut donner l'utilisation d'un Capac avec une simulation d'une faille de sécurité qui serait détectée. Donc pour cela, j'ai déjà préparé un cluster avec différentes images qui tournent déjà. Très bien. Et on va se connecter à ce cluster. On va visualiser les résultats de build précédent. L'idée, c'est de garder ça en fait sous la main. Donc là, on voit l'historique, et puis on va finir par arriver à la fin du log. On voit que la partie Node.js a été beaucoup moins bavard. Voilà, on va donner un peu d'espace. Donc, vous avez sur la partie l'écran du haut une application Spring Boot. Vous avez ici sur le milieu une application Java J2E qui s'exécute dans un serveur d'application type Tomcat. Le Tomcat, encore une fois, il est apporté par mon buildpack. Je n'ai pas besoin, moi, de l'apporter et de définir la version. Je définis mon image avec Capac. Je fournis simplement, là en l'occurrence, je fournis les sources. Ça donne un WAR, hein, un Web Archive en Java J2E. Et les buildpacks détectent ça et sont capables de provisionner le serveur d'application Tomcat qui va bien. Et en bas, on voit ici une application Node.js. Donc ces différentes applications, elles sont déployées, elles tournent déjà dans un cluster. Ici, comme on le voit, on voit nos différentes applications qui tournent. Et je vais vous montrer ce qui se passe lorsque l'on a l'équivalent d'une faille de sécurité qui doit intervenir, et qu'est-ce qui se passe et comment tout ça va se mettre à fonctionner. Donc là, j'ai au sein de mon cluster déployé un couple Prometheus Grafana, et j'expose pour chacune des applications des métriques. Donc là, en l'occurrence, on voit nos 3 pods qui tournent. Donc on a un pod Spring Boot, on a un pod pour l'application Java J2E et un pod Node.js. Et on utilise une certaine version de Java. En l'occurrence, on voit que ce n'est pas la dernière. Et on utilise une certaine version d'OpenSSL. Et on voit que c'est effectivement pas la dernière.
Et donc là, l'idée, ça va être de simuler ce qui se passe lorsqu'il y a une faille de sécurité qui doit intervenir. Donc faisons ça tout de suite. Donc on va se mettre ici dans notre environnement. Et puis aussi pour les besoins de la démo, j'ai mis en place le dernier élément qu'on avait vu dans la présentation. Là, c'est j'utilise Concours, je pourrais utiliser Jenkins, Spinnaker, etc. Le but, c'est de surveiller ce qui se passe dans mon Docker Hub. Dès qu'une nouvelle image est disponible, ces pipelines vont s'exécuter, vont se charger de déployer les images sur mon cluster. Voilà, et on va également visualiser ici, dans la partie service, ici, on voit le Tomcat, on voit le Node.js, on voit éventuellement le PHP, on voit également le Spring Boot. Alors, on va ici vérifier, on va juste enlever le HTTPS, on voit ici bien donc, les applications qui tournent. Donc là, ce sont les applications qui tournent live sur des clusters. Voilà, donc on a le J2E, le Node.js et le Spring Boot qui sont déjà déployés. Nous allons, à partir de là, simuler la faille OpenSSL qu'on avait vue tout à l'heure. Donc pour ça, je vais manuellement, et c'est quelque chose que vous pourriez très bien faire dans votre environnement, c'est-à-dire plutôt que de faire confiance au build pack, à la dernière version des build packs, vous pouvez définir votre propre builder. C'est ce qui est fait ici. Si on regarde la définition d'un builder Java, ici j'ai défini les build packs que je souhaitais mettre en œuvre. J'ai également ici le build pack pour Node.js que je souhaite mettre en œuvre. Donc je peux définir la propre version. Ici, on peut voir la version que j'utilise et je fais volontairement le choix d'utiliser une ancienne version, une très vieille version, pour montrer ce qui se passe lorsqu'il y a une mise à jour. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. En fait, on va redéfinir une partie de notre builder et on va appliquer une mise à jour de notre OpenSSL. Donc imaginez, reprenons l'exemple de tout à l'heure, une faille de sécurité qui est détectée. Donc il y a une nouvelle version de mon image de base qui est mise à jour. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc regardons les logs un instant. Là, si vous vous rappelez le principe de découpage en layers, vous avez donc vous avez 3 conteneurs qui sont gérés par Capac, qui sont construits avec les Cloud Native Build Packs. Et donc, on n'a pas besoin de recompiler l'application. Je n'ai pas besoin de refaire un tour vers l'équipe de développement et de leur demander de mettre à jour et de reconstruire leur application parce que j'ai une nouvelle image de base qui est disponible. Là, l'idée, c'est, voilà, sous vos yeux, vous voyez que en quelques secondes, j'ai été capable de reconstruire une nouvelle image Docker pour mes 3 applications différentes. Ces 3 applications, je n'ai pas eu à modifier quoi que ce soit. Il n'y a pas de Dockerfile, bien sûr. Je n'ai pas eu besoin de modifier la définition de mon image Capac. Et on a ici été en capacité de pouvoir déployer. Alors, ça va très, très vite. Si on va sur le Docker Hub, on va voir que les images viennent tout juste d'être reconstruites et déployées sur mon conteneur registry. Et ici, on voit les pipelines Concours qui s'exécutent. Donc, on voit que ça va assez vite et qui sont déjà en train de déployer les nouvelles versions de mon application. Donc là, on voit en direct, vous voyez sur la partie de droite, le nombre de pods qui utilisent l'ancienne version d'OpenSSL en haut et le nombre de pods qui utilisent la nouvelle version d'OpenSSL. Donc, je suis en train de mettre à jour l'image de base simplement en mettant à jour la définition de mon builder. Et comme celle-ci est partagée par tous mes projets, je suis en mesure de déployer sur mon cluster sans rien avoir à faire. Je n'ai pas eu besoin de recompiler mon code source. Et là, ça y est, on passe au vert. On sait que maintenant que tous nos pods utilisent la dernière version de mon image de base. Alors, selon les organisations, vous pourriez avoir envie d'avoir un builder pour un cluster, donc un cluster builder qui serait disponible pour n'importe quel projet déployé et construit par Capac. Il y a également la possibilité, bien sûr, de définir des builders et de les contraindre et de les faire fonctionner dans un namespace. Donc, ça veut dire que si vous avez un namespace dédié pour une application ou un ensemble d'applications, vous allez être capable de dire c'est cette version de l'image de base que je souhaite avoir dans ce namespace Kubernetes
Et peut-être que dans un autre namespace qui tourne dans le même cluster, peut-être, vous allez avoir d'autres paramétrages, d'autres configurations, parce que vous n'avez pas envie de mélanger ces éléments-là. Mais si vous partagez tout ou partie de cette configuration entre différents clusters, entre différents namespaces, vous avez l'opportunité, vous avez la capacité de pouvoir patcher vos applications, et ça s'est fait en quelques secondes. Hein. Là, je n'ai pas eu besoin de reconstruire l'application, simplement, Capac a simplement mis à jour la seule layer qui contenait la version OpenSSL. Voyons ce qui se passe maintenant si, au lieu de patcher et d'avoir une faille de sécurité au niveau OpenSSL, qu'est-ce qui se passe si on a une faille de sécurité au niveau Java? Imaginons que d'un seul coup, on a une nouvelle version de la JVM qui sort. Donc, visualisons ça. Donc là, je vais simuler l'arrivée d'une nouvelle version de Java. On va ici vérifier ce qui se passe. Donc vous avez bien compris que j'ai mis à jour que la JVM. Donc dans le cas d'une application Node.js, ça n'a pas de sens de reconstruire une application Node.js. Elle n'est pas concernée. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une nouvelle version de la JVM est mise à disposition et on voit ici Capac qui se remet à télécharger le code source. Il s'est aperçu qu'il y avait une mise à jour et donc le processus de reconstruction va se relancer sur la partie Spring Boot, également sur la partie Java J2E qui est au milieu, mais sur la partie Node.js, bien que celle-ci soit mise en œuvre avec Capac et les buildpacks, il n'est pas nécessaire de reconstruire le mécanisme-là. Donc là, on voit les différents... alors, puisqu'on change de JDK et on change de buildpacks, le mécanisme de cache n'entre pas en jeu. Donc on retélécharge une partie des dépendances. Mais à l'issue de cette recompilation de mes applications, de mes deux conteneurs, je vais disposer, voilà, on a déjà ici la fin, une nouvelle image. On voit ici que certaines parties de l'application sont réutilisées. En l'occurrence, là, mon application, elle n'a pas changé. La partie application de mon conteneur, c'est simplement le JRE qui a changé. Donc on voit qu'une partie des layers ont été réutilisés. C'est le cas pour la partie Spring Boot, c'est le cas pour la partie Java J2E. À côté de ça, on va avoir alors la partie, donc là on a les pipelines qui vont probablement se déclencher. Si on jette un œil à mon Docker Hub, on va voir ici les nouvelles versions de mon conteneur qui viennent tout juste d'être déployées. Et la partie ici qui se charge d'automatiser le déploiement sur mon cluster Kubernetes va se déclencher. Et on va disposer à ce moment-là de la nouvelle version de notre application. Et là, on voyait en quelques secondes ce qu'il est possible d'appliquer au niveau de notre déploiement. Donc, le temps que tout ça se déclenche, est-ce qu'il y a des questions en particulier que vous souhaiteriez adresser? Dans la liste des questions, non. Pas spécialement. S'il y en a une nouvelle sur qu'est-ce qui se passe dans le cas où une application qui ne fonctionnerait plus après cette montée de version, donc si on met une nouvelle version de Java par exemple et qu'elle n'est pas compatible avec l'application, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le rollback est possible? C'est une excellente question. Donc là, on voit que pendant qu'on y répond, les pipelines se lancent. C'est tout l'enjeu en fait de cette dernière planche. C'est que Build Service ne remplacera pas votre pipeline globalement. Ça veut dire qu'en amont, vous avez défini, vous avez compilé votre application, on sait que les tests unitaires fonctionnent. Et en aval, une fois que le conteneur Docker a été construit par Build Service, il faut que dans votre outil de déploiement de votre conteneur, vous ayez mis en œuvre un mécanisme qui permet de s'assurer que l'application est dans un bon état de fonctionnement. Ce n'est pas le rôle de Build Service, ce n'est pas son rôle de tester, d'exécuter des tests. Lui, sa seule prérogative, c'est de compiler, de créer des conteneurs. Et donc, si vous deviez, et si vous devriez en fait, vérifier le bon fonctionnement de votre application, avant de l'envoyer en production, il serait de bon ton d'exécuter une batterie de tests qui permettent de vérifier que le conteneur qui a été construit fonctionne toujours. Donc en l'occurrence, sur des versions mineures de Java ou de Node.js, il y a peu de risques que l'application ne fonctionne plus, mais sait-on jamais. Peut-être que votre application se base sur certaines versions précises de Java et qui
d'une version mineure à une autre sont cassés et entraînent une régression dans votre application. Il est de votre responsabilité d'avoir une pipeline qui puisse vérifier le bon fonctionnement de votre application. On voit que là, si vous mettez en fait en place un mécanisme à la fois en amont et en aval complètement automatisé, avec des tests unitaires d'un côté et des tests d'intégration continue de l'autre côté, Build Service va simplement automatiser et simplifier la création de votre conteneur, mais il faut que vous mettiez en place ces éléments-là, ces éléments de test. Et en faisant cela, vous allez pouvoir, comme c'est le cas ici, pouvoir déployer une nouvelle version de vos applications sans avoir à gérer, sans avoir à reconstruire les différentes applications. Et là, on voit les différents pods qui se mettent à jour. On devrait retrouver ici les conteneurs qui sont déployés. Voilà. Encore une fois, lorsqu'on fait ça, seuls les éléments, les applications éligibles à cette mise à jour sont sollicités. Il ne s'agit pas de reconstruire nos 200 conteneurs simplement parce qu'on a changé un build pack et que celui-ci n'est pas utilisé parmi les autres applications. Donc voilà l'utilisation de Capac et de Build Service en vrai. Vous avez vu qu'on a été capable de le déployer assez rapidement sur un cluster en partant de rien. Le déploiement et l'utilisation de Capac est assez simple à appréhender. Vous retrouverez ici un certain nombre de ressources. Tout ce que vous avez pu visualiser ce soir, c'est disponible sur ces dépôts Git que je vous invite à consulter. Vous verrez de cette manière comment utiliser Capac et les build packs pour construire des applications Spring Boot, Java J2E, PHP et d'autres. Vous verrez les exemples de mise en œuvre avec le dashboard également disponible dans un dépôt Git dédié. Vous pouvez utiliser Capac et le déployer sur votre propre distribution Kubernetes, peu importe la distribution que vous utilisez. Vous avez bien compris que c'est une solution de construction de conteneurs Docker qui s'appuie sur des éléments complètement standards. Donc là, on parle des build packs qui sont régis sous la fondation CNCF, qui plus est dans un mode de développement open source avec une communauté derrière. Et donc, on n'est absolument pas assujetti à une distribution Kubernetes en particulier. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions-là. Et la version, en quelque sorte, entreprise de Capac, c'est Tanzu Build Service, qui amène certaines fonctionnalités qu'on a vues très rapidement tout à l'heure et qui vous permettent de mettre en œuvre tout ça sur vos propres infrastructures, éventuellement dans des environnements plus contraints. Mais le principe de base de fonctionnement de tout ce qu'on a vu ce soir est disponible dans ces deux produits. Pour vous donner quelques éléments complémentaires, sachez que nous organisons d'autres webinars ces prochains jours. Si vous avez envie de savoir un peu plus sur la distribution Tanzu Kubernetes Grid, il y a un webinar le 13 mai que je vous invite à consulter. C'est un enregistrement, un webinar gratuit, bien sûr. La même chose pour la partie observabilité avec Webfront, pour voir comment est-ce qu'on peut, sur des applications Spring Boot, ajouter de l'observabilité à la fois avec un volet applicatif, mais également infrastructure, cluster Kubernetes, et d'autres événements, en particulier Spring One, qui, cette année, comme bon nombre de conférences, va basculer dans un mode virtuel. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour obtenir votre place et pouvoir assister à cet événement qui aura lieu à la rentrée. Voilà, donc de quoi pouvoir vous occuper pendant ces prochains, ou c'est peut-être ces prochains jours de confinement. Donc ces projets-là pour vous mettre le pied à l'étrier. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre disponibilité. Si vous avez quelques questions, on reste en ligne pour pouvoir y répondre. Mais c'est avec plaisir qu'on y répondra. Merci à vous tous. Merci Alexandre, c'était super intéressant. Super, parce qu'il y avait de la démo en plus, donc il y a eu pas mal de questions. Merci Guillaume, Didier aussi d'avoir pu répondre aux questions aussi directement. Donc n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, dit Alexandre, on peut encore les prendre. Bon, il est 19h30. Habituellement, dans ce genre de manifestation, on finit par une petite bière. Malheureusement, là,
chacun Un peu on va raté. fermer notre écran. Ouais. Ouais, mon frigo il est juste à côté là. Voilà, donc je vais attendre qu'on raccroche et je vais aller boire tout seul la bière. Non, mais je suis bon, voilà, c'est vrai que Ah, c'est virtuellement bien de- avec toi. Ouais, merci, c'est sympa. En tout cas, merci encore à tout le monde, merci Gaël, merci à la Merci à communauté vous. CNCF de Nantes, aux autres également. Merci en effet Vemoir Tommy. Merci à vous tous d'avoir pu participer, c'était très 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 sympa. Il est enregistré, donc s'il y a des choses que vous n'avez pas saisi, vous voulez faire un petit replay, moi j'en aurais besoin forcément, donc il sera enregistré. On va faire le revisionner par la suite. Donc voilà, donc restez connectés. Connecté, rester confiné. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ah oui, ça, voilà, c'est ça. Moi je dis restez connectés. mais non. Ouais, Et buvez pas trop de bière. Donc écoutez, merci à vous tous et à très très bientôt et voilà, allez, bonne semaine. Merci à tous. Salut, Ciao. merci. Salut.